Quand on est atteint de handicap ou qu'un de nos enfants l'est, il y a beaucoup de choses de la vie quotidienne qui deviennent très compliquées. Et aller à l'école en fait partie. Dans cette vidéo, pour le 32e et dernier épisode de mon long voyage autour du monde, je vais te parler de la cécité, c'est le handicap des malvoyants et des non-voyants, de pourquoi moi je suis personnellement très touché par ce handicap, comment ça se fait par exemple que je sache lire le braille, l'alphabet des aveugles. Et on partira ensuite à Pokhara, au Népal, pour découvrir cette ville et rencontrer une association qui œuvre pour aider les enfants aveugles à aller à l'école. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour deux raisons. 1. Parce que déjà c'est hyper intéressant ce que je vais te raconter, et vraiment à la fin de la vidéo tu seras genre mais j'ai appris trop de trucs! Et plus sérieusement, à la fin de la vidéo, je vais te dire un petit peu ce que va devenir cette chaîne YouTube. Et oui, j'ai commencé cette chaîne YouTube quand je suis parti pour faire mon long voyage, et du coup, comme cette vidéo, c'est les derniers moments de ce voyage-là, je sais pas trop ce que ça va devenir. Allez, c'est parti! Générique! Woup! Attends, c'est la dernière fois que tu vas voir ce générique en vidéo, alors profitons ensemble. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ça va frelper à fond. Aujourd'hui je suis à Pokhara, c'est une ville qui est à environ 200 km à l'ouest de Katmandou. Il y a des travaux. Aujourd'hui je suis à Pokhara, une ville qui est à 200 km à l'ouest de Katmandou. C'est une ville qui est très touristique, mais moi je suis pas là pour faire du tourisme, mais pour rencontrer une association, la FNBS, Foundation for Nepali Blind Students. Vous pouvez voir ici un magnifique lac. Et cette association, elle aide les enfants aveugles au Népal à avoir une scolarité normale et à avoir des moyens qui sont adaptés à leur handicap. Moi, je suis venu ici pour rencontrer Shiva, le président et le créateur de l'association, pour voir un petit peu ce que fait son association, pour faire une vidéo là-dessus et pour lui donner un coup de pouce pour trouver des idées pour la suite. Allez go, on va frelper! Et oui, on y est enfin, je vous partage enfin les dernières images de mon long voyage autour du monde. Et c'est ce voyage qui m'a fait quitter mon job à l'époque, qui m'a fait me former en vidéo et qui m'a fait attraper ma caméra pour faire ma première vidéo sur YouTube le 21 juin 2017. Ce voyage, ça a été vraiment la genèse de toutes les vidéos qu'on a partagées ensemble sur cette chaîne. Ça a été l'origine du concept Frelp de mon voyage en solidaire, et tout. Donc après 31 épisodes qui nous ont fait passer par la Suisse, l'Autriche, la Russie, la Mongolie, l'Inde, on finit enfin le voyage au Népal, à Pokhara, pour découvrir la condition des jeunes non-voyants au Népal, qui est un pays où à la base, l'éducation est pas hyper accessible, et donc du coup pour les enfants handicapés c'est encore pire. On va parler de 3 choses dans cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la cécité, et pourquoi ça me touche autant. Ensuite on va parler de l'association FNBS et de ses actions. Et enfin, de la fin de mon voyage dans la magnifique ville de Pokhara et du coup du futur de cette chaîne YouTube. Ce qui est hyper étonnant avec la cécité, c'est que c'est à la fois un handicap très connu et très peu connu. On connaît tous des personnalités ou des stars non-voyantes à qui on pense direct quand on parle des aveugles. Ray Charles, Stevie Wonder, Andrea Bocelli ou en France Gilbert Montagnier. Et tout le monde a déjà dans la rue croisé un non-voyant ou un malvoyant avec une canne ou un chien guide aveugle. Et pourtant, on ignore beaucoup de choses sur ce handicap. Alors que la cécité, qui par définition est la perte totale ou partielle de la vue, touche en France 1,7 million de personnes, et il y a plus de 200 000 personnes qui sont aveugles. Et dans le monde, c'est 253 millions de personnes qui sont touchées par une déficience visuelle, dont 36 millions qui sont aveugles, non-voyantes. Et souvent, suivant la partie du monde où la personne vit, avoir des problèmes de vue, c'est plus facilement soignable, et donc du coup, la cécité, elle est très souvent liée à la pauvreté. Donc dans les pays où il y a très peu d'accès aux soins, on a beaucoup plus de personnes qui deviennent aveugles, alors que ça aurait pu être évité dans des pays qui sont plus industrialisés ou plus médicalisés. Et pour les enfants, c'est dramatique. Il y a des études qui montrent que la moitié des enfants aveugles dans le monde meurent dans la première année après leur cécité. Et les autres, globalement, dans le monde, ils vont avoir une espérance de vie qui sera plutôt autour des 40 ans. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime à 1,4 million d'enfants de moins de 15 ans non-voyants dans le monde. Et clairement, les bébés et les enfants de moins de 5 ans, suivant les pays, c'est les personnes les plus à risque. Et moi, je vais vous raconter un aspect un peu... J'ai oublié d'allumer ça. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'allumer les petites lumières derrière, bougez pas. Oh, c'est quand même tout de suite beaucoup plus beau, hein. Moi, je voulais vous raconter une histoire très personnelle, c'est qu'en fait, j'ai été touché très tôt par ce handicap. Parce qu'en fait, 4 ans après ma naissance, j'ai un petit cousin qui est né dans ma famille et qui était non-voyant de naissance. Il a jamais eu la vue. Et du coup, depuis que j'ai 4 ans, je suis habitué à côtoyer un enfant pendant les vacances, pendant les week-ends, un enfant non-voyant. Donc c'est pour ça que j'ai appris le braille, c'est pour ça que je vois un petit peu les problématiques que ça peut poser au quotidien. Et c'est un handicap qui me touche vraiment beaucoup parce que c'est un handicap que j'ai côtoyé depuis toujours. Et quand on est atteint de cécité, et moi j'ai pu le voir avec mon cousin, au-delà des problématiques quotidiennes pour s'adapter, donc pour se faire à manger tout seul, s'habiller tout seul, se repérer tout seul dans une ville, rencontrer des nouvelles personnes, il y a aussi la grosse problématique de l'intégration à la société et notamment l'accès à l'éducation.
Quand on est non-voyant, c'est hyper compliqué de suivre une scolarité normale, même dans nos pays. Alors mon cousin, il a eu de la chance parce qu'il a eu des parents incroyables qui se sont vraiment battus au quotidien pour ça, et du coup, grâce à ses parents et à des associations, il a pu aller dans sa petite enfance dans des écoles qui étaient spécialisées pour les malvoyants et non-voyants, et à partir de la 6e, donc vers 10-11 ans, il a rejoint le cursus normal et il a rejoint une classe habituelle de collège où il n'y avait pas spécialement d'autres enfants avec des handicaps. Et du coup, grâce à des professeurs qui étaient volontaires et qui adaptaient leurs enseignements pour lui, notamment le truc qui me faisait marrer, c'était que le prof de sport faisait faire à tous un sport dans l'année qui était adapté aux non-voyants. Donc notamment, il y a le CC Foot qui est assez connu, qui est un jeu de foot où en fait le ballon, il y a des grelots dedans et du coup tout le monde, les personnes qui sont voyantes se bandent les yeux, et ce qui fait que tout le monde a les mêmes chances. Les profs de géographie aussi, ils adaptaient les cartes avec des versions en 3D pour qu'ils puissent les toucher. Et puis il avait aussi des ajustements, notamment pour les contrôles, les tests, avec des temps plus longs pour pouvoir faire les épreuves. Mais grâce à toutes ces personnes-là, lui, il a pu avoir sa scolarité tout à fait normale, de la 6e jusqu'au bac et même après à l'université. Et aujourd'hui, en gros, son handicap dans sa scolarité, ça lui a pas posé de problème. Et la France essaie quand même d'intégrer les personnes qui souffrent de handicap. Alors on s'entend, il y a encore énormément de progrès à faire pour que les personnes soient vraiment bien intégrées. Mais en tout cas, il y a des choses qui existent. Et il y a des grandes associations en France, par exemple l'association Valentin Haüy ou la NPEA qui est l'association des parents d'enfants aveugles. Tous ces organismes-là, ils se battent pour que justement les personnes non-voyantes puissent avoir une vie la plus normale possible. Mais quelle chance il a eu, parce que lui, il a eu des parents qui se sont battus, il y avait des associations, il a pu avoir du matériel de pointe qui a été payé par des différents conseils régionaux pour qu'ils puissent en bénéficier. Mais dans un pays comme le Népal, vous imaginez ? Un pays où déjà l'éducation c'est difficile d'avoir accès. Alors imaginez si la personne est non-voyante, c'est encore plus dur. Mais il existe des associations aussi qui se battent localement, et c'est justement d'une de ces associations qu'on va parler maintenant. Quand on part en voyage, souvent c'est pour une démarche personnelle, aller voir de nouveaux horizons, une recherche d'évasion, aller faire des rencontres autour du globe, bref. Moi, quand je suis parti, j'avais vraiment envie d'avoir une touche solidaire à mon voyage, et du coup je voulais rencontrer les associations. Donc quand j'ai entendu parler par un ami d'amis de la FNBS, j'ai pas hésité une seconde. Ok. Là on est en route avec le chauffeur de l'hôtel, Shiva et sa femme, pour aller visiter une école qui se trouve à Pokhara où il y a des enfants aveugles. Apparemment à cause des élections il n'y a pas beaucoup d'enfants, donc on va voir si on peut rencontrer quelques personnes là-bas, mais ça sera vraiment l'occasion de voir un petit peu comment ça s'organise dans l'association. Alors voilà une des écoles qui est actuellement un centre de vote. La plupart des étudiants aveugles ils viennent de villages reculés, donc du coup ils sont obligés de dormir dans ce genre d'hôtel. Donc c'est ça qui coûte un petit peu d'argent, c'est qu'il faut les accueillir, il faut leur payer la nourriture, le logement, et aussi les uniformes pour aller à l'école, les fournitures scolaires. Donc. Et cet hôtel-là, il accueille environ 13 aveugles qui vont à l'école après, ici, dans une école normale avec les enfants qui n'ont pas de handicap. Et comme on peut le voir, c'est pas en très bon état, il y a le carreau cassé, il n'y a pas de moustiquaire. C'est très simple à l'intérieur. Juste 2 lits. Les toilettes au Népal, c'est vraiment une pure merveille. Délicieux. Petit prince népalais. Et là on voit le bâtiment de l'école où se rendent les enfants non-voyants qui sont en classe avec les enfants qui n'ont pas de handicap. Et maintenant je suis à la Amar Singh Model High School. Donc là il y a le professeur qui est non-voyant aussi et qui leur apprend l'anglais et le computer. Et donc on a quand même pas mal d'enfants qui sont là. Ils apprennent différentes matières, donc ils sont là à l'hôtel parce qu'il y a des vacances en ce moment. Mais ça a l'air de plutôt bien aller. Il leur manque un petit peu des livres apparemment pour lire des bouquins, mais bon, voilà, c'est vraiment chouette de visiter ça. C'est la 3e école que je visite aujourd'hui, c'est la 3e école à Pokhara. Il y a 52 enfants non-voyants ici. Là il y a la petite, elle est trop chou. Elle a 9 ans, elle est trop chou. C'est le coin de cuisine, c'est là où ils mangent tous ensemble. Mon téléphone ne fait toujours pas de mise au point, c'est un enfer. Alors déjà, pouvoir aller à l'école au Népal, c'est vraiment une chance. Quand on vit dans une grande ville et qu'on a des parents aisés, il n'y a pas de souci, l'école marche bien et tout ça. Mais alors dès qu'on est dans des petits villages reculés et que les parents sont un peu pauvres et qu'il faut travailler au champ pour les aider, bah forcément les enfants ils vont beaucoup moins à l'école. Je vous avais parlé dans ma vidéo sur le village de Timouré, de ces enfants qui habitent à 3-4 heures de marche d'une école et qui du coup, à moins d'avoir un endroit pour dormir sur place, ne peuvent pas aller à l'école. Et le résultat, c'est qu'au Népal, il y a 4 enfants sur 10 qui vont pas à l'école. Et c'est pas un chiffre inventé, c'est un chiffre que j'ai trouvé sur le site de l'UNESCO. Et du coup, ça prouve que déjà, pour des personnes ne souffrant pas de handicap, bah, il y a déjà 40% de chances de pas avoir accès à l'école.
Alors imaginez si l'enfant en plus souffre d'un handicap, et d'un handicap aussi difficile que la cécité. Donc clairement, vous pouvez vous imaginer, les non-voyants dans les villages reculés au Népal, ils n'ont pas une vie hyper sympa. Donc cette association que je suis allé voir, elle est tenue par Shiva, c'est un ancien professeur d'université qui s'est reconverti là-dedans quand il a pris sa retraite. Et cette association, qui a été créée en décembre 2014, elle œuvre principalement sur 4 axes. Tout d'abord, c'est aller chercher les enfants non-voyants qui sont dans les villages. Et une fois qu'on a trouvé des enfants qui sont non-voyants, leur proposer un accès à l'école. Si les parents n'ont pas l'argent pour pouvoir payer la bourse nécessaire pour pouvoir accéder à l'école, c'est la fondation qui paye. En deuxième point, l'association elle propose des check-up médicaux. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de problèmes de vue qui peuvent être évités à partir du moment où on a vu un médecin et qu'on a les bons traitements. Mais le problème c'est qu'au Népal, comme il n'y a pas vraiment accès aux hôpitaux, du coup les enfants qui ont des problèmes de vue, ça empire et deviennent aveugles. Donc l'association, elle fait venir régulièrement à Pokhara des médecins d'hôpitaux réputés qui vont faire des tests médicaux aux différents enfants et ensuite leur donner les traitements qui vont bien. Le troisième axe, c'est de trouver, acheter et donner aux enfants du matériel adapté. Donc ça peut être des iPads qui ont une reconnaissance vocale ou qui ont une diction des différents textes, des outils pour pouvoir écrire le braille, des montres adaptées pour les non-voyants, ça peut être des calculatrices adaptées pour les non-voyants. Tous ces outils-là, c'est l'association qui les paye. Et le quatrième axe, c'est que le but, c'est pas juste de leur donner accès à l'école, mais c'est aussi de les insérer dans la vie active. Et du coup, à partir de l'âge de 15 ans, l'association, elle propose des formations qu'elle paye pour les enfants pour qu'ils puissent après exercer un métier. Ils peuvent devenir professeurs, ils peuvent devenir animateurs radio, il y en a qui travaillent après dans des spas en tant que masseurs. Et cette association FNBS qui m'a accueilli quelques jours là-bas, il faut savoir qu'elle tient à un seul homme. Finalement, c'est un mec qui se bat à fond au quotidien pour pouvoir faire tourner ça. Ça coûte quand même de l'argent parce que l'association, elle dépense environ 4000 roupies par mois par enfant. Et aujourd'hui, grâce à Shiva et aux autres bénévoles de l'association, c'est plusieurs dizaines d'enfants qui ont accès à la scolarité et qui peuvent après exercer un vrai métier, alors que sinon leur vie était clairement toute tracée et ça n'allait pas être une vie très rose, quoi. Donc si ça vous intéresse de creuser un petit peu et de leur venir en aide, je vous mets dans la description plein de liens vers leur page Facebook, il y aura une adresse mail aussi, et je pense que ça fait du sens si vous voulez avoir une action directe sur une association, vous pouvez leur venir en aide. Alors là, je suis à un hébergement qui est à Pokhara où il y a 7 enfants qui sont là. La plupart sont non-voyants de naissance, mais il y en a qui peuvent un petit peu voir quand même. Et alors, il faut savoir qu'ils sont à l'hébergement parce qu'il y en a qui viennent de villages qui sont à plus de 180 km d'ici, donc autant vous dire que c'est pas facile de venir tous les matins. Et donc voilà, donc ils sont de la classe 1 à la classe 10. Il y en a qui sont âgés, mais qui sont que encore au CP parce qu'ils savent pas encore lire, c'est la première fois qu'ils vont à l'école. Donc voilà, là on passe un petit moment, j'essaie de discuter avec eux, ils parlent à peu près bien anglais. Do you speak English? Yes. Yes. Voilà, et la plupart d'entre eux, ils veulent devenir teacher plus tard, c'est un peu leur rêve, donc voilà, j'espère que grâce à l'association, ils pourront y arriver. Pokhara, c'est la deuxième ville la plus touristique au Népal après Katmandou. Et pour cause, je vous laisse avec quelques images, c'est vraiment très très beau. Il y a beaucoup de touristes qui viennent ici pour se ressourcer parce qu'il y a des retraites de méditation très actives qui se font là-bas. C'est aussi la ville qui est assez proche de la région des Annapurna pour partir faire des treks. C'est aussi un endroit où on peut faire du parapente ou encore du canoë, donc d'autres activités que les activités de montagne. Et pour moi, après quelques jours sur place, du coup c'était déjà temps de rentrer à Katmandou pour mes tout derniers instants de voyage avant de rentrer en Suisse. Ça y est les amis, je profite de mes derniers instants au Népal. Et ces derniers instants au Népal, ça rime aussi avec la fin de mon voyage, puisque j'ai décidé après quasiment 100 jours sur la route de rentrer en Suisse pour retrouver la femme que j'aime, parce qu'elle me manque vraiment trop et que j'ai besoin de construire près d'elle et près de notre petit prince. Ça a été une expérience complètement incroyable, ces 100 jours de voyage, tous ces pays traversés, toutes ces rencontres. J'ai encore du mal à m'en remettre. Je pense qu'à froid, ça ira un peu mieux, mais là, pour l'instant, c'est vraiment très émotionnel et je suis vraiment hyper heureux de rentrer et hyper heureux de ce que j'ai pu accomplir pendant ces 100 jours. Et voilà, j'ai plein d'idées pour la suite, j'ai encore plein de vidéos à faire. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. C'était vraiment chouette cette expérience, c'était incroyable, incroyable. Et du coup, comme je rentre voir ma chérie, je me suis fait un peu tout beau, je me suis fait couper les cheveux, je me suis un peu rasé. Une merveille. L'aéroport de Katmandou, il est bientôt 19h. J'ai à peu près 15 heures d'avion jusqu'à Zurich. Je devrais avoir
6h30 du matin. Forcément, j'ai obligé de m'habiller un peu plus. Parce qu'ici, il fait chaud. On est à Zurich, apparemment. Mais il fait environ 0 degrés. Donc voilà, je suis excité comme une puce. J'ai vraiment hâte d'arriver. Mais bon. Ah, c'est quand même une émotion pour moi de voir ça. Hein. Alors, je vous en parlerai un petit peu plus en détail lors d'une vidéo bilan, mais pour moi, ce voyage, il a été vraiment super révélateur sur plein de choses. Ça m'a donné du courage pour faire plein de choses que je n'osais pas faire avant, et notamment l'envie de partager toutes mes expériences en vidéo, d'ouvrir une chaîne YouTube, et de vous raconter un peu mes aventures autour du monde. Et franchement, ça faisait des années que j'hésitais à faire ça, j'avais vraiment envie de lancer une chaîne YouTube, mais je voyais pas vraiment l'intérêt, et ce voyage, ça m'a vraiment aidé à passer le cap. Mais du coup, plus de voyage. Donc, plus de vidéos. Eh ben non, justement, je vais pas arrêter les vidéos. Au contraire, je vais continuer à fond, j'adore ça, vraiment, je me régale à faire ça. Alors forcément, comme aujourd'hui je vis en Suisse avec ma compagne, nos 2 enfants, dont un qui a 1 an et demi, et forcément ça va moins être des voyages tout seul, où je pars avec ma tante au bord du lac Baïkal pour camper tout seul au milieu des ours. Non, non, ce sera un petit peu moins à la route. Je vais continuer de vous partager mes voyages plus proches, je vais continuer de vous raconter les différentes randonnées que j'ai pu faire dans ma vie et celles que je fais maintenant. J'ai aussi très envie de vous parler de la Suisse, le pays où je vis depuis 5 ans et que j'adore. Donc voilà, j'ai plein d'idées de vidéos. Ce voyage de 100 jours qui m'a fait lancer cette chaîne YouTube se termine, donc une page se tourne, mais maintenant il y a plein d'autres idées qui arrivent. Et pour les prochaines vidéos, je vous avais justement demandé, via Facebook, via Instagram et dans un post YouTube, quelles vidéos vous ferait plaisir, dans quel ordre j'allais les sortir. Et vous avez été plus de 50 à me répondre, alors déjà merci beaucoup. Donc, dans l'ordre, je vous sors bientôt mon premier voyage solo lors d'une rando en Écosse. Ensuite, je vous sortirai la vidéo bilan de tout mon voyage. Après, je vous parlerai d'un week-end à Marseille où on est parti en équipe de volley. Ensuite, je vous parlerai de la Suisse avec 2 vidéos, ce qu'il faut voir en Suisse absolument, et les expressions de langage suisse. Voilà, je crois que c'est le moment émotion, petite musique de circonstance. Je tiens sincèrement à te remercier, toi qui regardes cette vidéo derrière ton écran, d'avoir suivi mes aventures, donc ces aventures que j'ai commencées en juin 2017 quand j'ai annoncé mon voyage. Je suis parti début septembre, j'ai vu pas mal de trucs, je partageais ça au fur et à mesure. Il m'est arrivé pas mal de galères, il m'est arrivé pas mal d'imprévus, et malgré tout, t'as continué à suivre l'aventure, et si t'es arrivé jusqu'à ce 32e épisode, ça veut dire que toute l'aventure t'a plu, et ça me fait méga chaud au cœur. Alors pour une fois, je vais te demander un vrai service. Est-ce que tu pourrais me dire dans les commentaires de cette vidéo, quelle est la vidéo que tu as le plus préférée? Quel est le moment du voyage qui t'a le plus marqué? Et pourquoi il t'a autant plu? Ça me ferait vraiment hyper plaisir. Moi, vu l'aventure que ça a été, j'ai vraiment du mal à choisir un seul moment. Mais quand même, ma rando au bord du lac Baïkal, au coin du feu là, ouais, quand je revois les images, c'était quand même un chouette moment. A très vite pour les prochaines vidéos, et vraiment, merci de m'avoir suivi jusque là. Si ça te dit de revoir toutes les vidéos du voyage, je te mets juste ici la playlist avec toutes les vidéos de la première jusqu'à celle-ci. A bientôt, merci pour tout, love sur vous, enfin, love sur toi, et à très vite.